Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi a apporté son soutien multiforme aux handicapés en apprentissage au centre de formation professionnelle des personnes handicapées d'Akasato. C'était à travers un don de vivres et de tricycles. Nouveau visage à la tête de l'archidiocèse de Cotonou depuis le 25 juin dernier. Dans ce journal, vous suivrez les ressentis et les attentes des membres de cet archidiocèse vis-à-vis de leur nouvel archevêque Roger Roubedji. Demain, jeudi, l'ONU doit officiellement confier aux forces libériennes la responsabilité sécuritaire du pays, une décision qui suscite beaucoup de craintes. On le souhaite une bonne retraite. Et par rapport à la journée prévue, Père, oui. Merci de nous préférer pour votre information. Une délégation du conseil communal d'Abomey-Calavi conduite par le maire Georges Bada a procédé ce mercredi à une remise de dons constitués de tricycles et de vivres aux personnes vivant avec un handicap en formation dans leur centre de formation d'Akasato. La cérémonie de remise de dons s'est déroulée dans le dit centre en présence de Maury Agua et de Denis Marouya. C'est le maire de la commune d'Abomey-Calavi qui a remis au nom du conseil communal un lot de vivres et de tricycles aux personnes vivant avec handicap en formation au centre de formation professionnelle des personnes handicapées d'Akasato. Pour Georges Bada, ce centre occupe une place importante dans la politique du conseil communal d'Abomey-Calavi pour l'autonomisation des personnes vivant avec handicap. Ils peuvent réellement compter sur le conseil communal d'Abomey-Calavi pour leur venir en aide, pour les soutenir, parce que ce centre est important dans la commune et dans notre pays, parce que qui dit handicapé ne doit pas s'attendre à ce que ce soit des gens abandonnés. Ça doit être des gens dont nous devons prendre soin et dont nous devons être amenés à intégrer dans notre société. Nous voyons déjà tout l'effort que fait le directeur, tout l'effort que fait le personnel ici présent. Ils ont notre soutien en tant que conseil communal. Le porte-parole des bénéficiaires de ce don exprime leur gratitude au conseil communal d'Abomey-Calavi et au maire en particulier. Vous êtes venus soulager une grande partie de nos peines. Seul Dieu, l'Éternel, saura vous bénir. Kossi Anthony Amessi profite pour énumérer quelques-unes de leurs doléances. Nous avons besoin de votre soutien pour réfectionner le reste des paillotes pour que notre formation soit en bonne et due forme suivie. Également, dans nos sessions aussi, nous avons besoin de certains matériels pour mieux exercer ce pourquoi nous sommes venus ici. Ce centre contribue énormément à la formation des personnes vivant avec handicap à travers les métiers de l'artisanat et de l'élevage. Le directeur du centre, après avoir fait visiter les lieux au maire d'Abomey-Calavi et sa délégation, lance un appel aux personnes de bonne volonté. Je pense que l'État a bien fait de créer ce centre. Et qui parle de situation de handicap n'est pas l'affaire de l'État seul. Ça nous concerne tous. Donc, et que ce soit personne physique ou personne morale qui trouve la nécessité vraiment de nous accompagner, notre porte est grandement ouverte. Georges Bada et sa délégation sont repartis du centre de formation des personnes handicapées d'Akasato, fiers du rôle et de la place qu'il occupe dans la commune d'Abomey-Calavi. De Calavi, allons à Porto Novo où a eu lieu hier une plénière à l'Assemblée nationale. Une séance qui a permis aux députés de procéder à l'adoption de la loi des finances rectificatives. Amen Didier Roupenouji, Romaric Devoshi pour les détails. À l'entame de la plénière et après la présentation des communications parvenues au bureau de l'Assemblée nationale, la Commission des finances et échanges de l'Assemblée nationale a présenté aux députés le rapport qui montre les grandes orientations nouvelles du budget général de l'État gestion 2016. Concomitamment avec les opérations d'annulation de crédit, des ouvertures de crédit pour la couverture de certaines dépenses ont été constatées.
Il s'agit, pour les ouvertures de crédit, de la régularisation des dépenses déjà exécutées en dépassement ou de la prise en compte de l'incidence financière des priorités et contraintes nouvellement constatées. Après cette présentation, les députés ont été appelés à intervenir pour faire leurs observations. Plusieurs pans de la vie socio-économique ont été abordés par les honorables députés. Ainsi, en dehors des réformes institutionnelles et politiques engagées, le gouvernement de la rupture affiche clairement, à travers ce collectif budgétaire, sa détermination à dynamiser l'activité économique nationale et à améliorer les conditions de vie des populations. Donc nous ne pouvons pas ici, à travers cette loi de finances rectificative, attendre la révolution. Ce budget permet de prendre un virage en douce vers plus de rupture à partir de 2017. On doit saluer l'effort, mais je suggère qu'on nous aide un peu à comprendre. L'intervention du gouvernement par l'entremise du ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wardani, a permis de faire comprendre à la représentation nationale certaines options prises par le gouvernement de la rupture. Il y a plusieurs initiatives qui sont en cours, mais n'empêche qu'au niveau du Bénin, déjà, dès le mois d'avril, il a été mis en place des opérations de sécurisation de leur territoire du nord au sud, avec réquisition de matériel logistique. Et nous avons également lancé un plan d'urgence d'équipement pour la police et l'armée. L'économie qui a pu être faite sur les budgets des examens concours, donc à peu près 4,8 milliards d'économies. Il y a deux volets. Le premier volet d'économie, qui fait à peu près 2,2 milliards, concerne les locations de voitures. Vous avez pu constater au Bénin, depuis quelques années, il y a eu inflation des véhicules officiels. L'État achète des véhicules, ne les matricule pas, mais officiels. L'État loue des véhicules, mais officiels. On n'arrive même plus à savoir quelle voiture appartient à l'État, quelle voiture est louée. L'argentier national n'a pas occulté la préoccupation des députés relative au RAMU et au fonds d'aide à la culture. Le ministre de l'Économie et des Finances se veut plus précis. Le budget de fonds d'aide à la culture est passé de 1,5 milliard en 2014, 3 milliards en 2015 et 5 milliards dans le budget initial de 2016. Nous n'avons pas su expliquer justement ce qui motive cette inflation du fait notamment que les artistes se plaignent. On fait une dotation niveau recettes pour le RAMU, mais rien n'a été dépensé en 2014. Idem en 2015, le budget 2015 prévoyait 5 milliards en recettes, 5 milliards en dépenses. Le budget 2015 réalisé donne 5 milliards en recettes et 0 en dépenses. 0 en dépenses. Le texte de loi en examen a été ensuite examiné titre par titre et au vote, les députés l'ont adopté à l'unanimité. La Commission nationale technique en charge des réformes institutionnelles et politiques a rendu son rapport hier au chef de l'État, Patrice Talon. La cérémonie a eu lieu au palais de la présidence et a connu la présence de différentes personnalités politiques, présidents d'institutions et membres des représentations diplomatiques. Suivons à présent certains membres de la dite commission qui ont donné leur impression au micro de Loris Freddy Davo et de Cyril Agbo. Pour ce qui est du mandat unique ou non, nous avons fait deux pistes. Donc on n'a pas proposé au chef de l'État une solution unique. Pour ce qui est de la réforme des institutions de la République, nous avons proposé des aménagements au fin de rendre un peu plus fiable aux yeux de tout le monde l'indépendance des organes comme la Cour constitutionnelle. Parce que nous sommes dans un pays où nous n'avons pas la culture de l'indépendance. Et alors à partir de ce moment, lorsqu'un chef d'État nomme quelqu'un à la Cour constitutionnelle, on pense que parce que le chef d'État l'a nommé, il ne peut pas être indépendant. Alors nous avons proposé que ce soit des corps d'avocats ou de magistrats qui élisent la majorité des membres de la Cour constitutionnelle. Évidemment, ça ne règle pas tous les problèmes. Bon, ensuite, la Haute Cour de justice, allègement des procédures pour qu'enfin cette Cour puisse juger. Pour ce qui est de l'immunité qui bloque toute poursuite contre des députés, on a proposé des aménagements également pour que si un juge saisit
l'Assemblée pour alléger, pour lever l'immunité d'un député, et si au bout d'un temps, l'Assemblée ne bouge pas, eh bien, toute partie intéressée, soit le juge, soit la victime de l'infraction, peut saisir la Cour constitutionnelle qui va procéder à la levée d'immunité du député. Alors les points qui ont fait l'objet du débat, ça a été, en gros, c'est la question de l'équilibre. La question de l'équilibre des institutions. L'équilibre des institutions, à notre avis, ne se situe pas là où on le met. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été désigné par le président de la République qu'automatiquement il fait allégeance au président de la République. Ça dépend des hommes qui animent les institutions. Et nous avons dit qu'il faut être très prudent là dans la question de l'équilibre des institutions. Bon, la question du mandat. Vous avez vu comment le rapport a été fait, sous quelle forme le rapport a été fait. C'est vrai que beaucoup de ceux qui au moins sont venus exposer leur point de vue, beaucoup n'ont pas été d'accord avec la question du mandat unique. Et nous, on n'était pas d'accord, effectivement. Sur beaucoup de questions, les avis étaient divergents, ce qui est tout à fait normal. Au plan technique, les questions ne sont pas compliquées. Au plan constitutionnel, les questions ne sont pas compliquées. Mais au plan de leur mise en œuvre et de l'acceptation par les forces politiques que le chef de l'État a souhaité mettre dans la commission, il était nécessaire que nous arrivions à convaincre, à expliquer, à faire prendre conscience à chacun des enjeux de ce que le projet qui va être conduit est un projet qui n'est pas personnel, qui n'est pas personnalisé, qui n'est pas conçu pour quelqu'un, qui n'est pas conçu contre quelqu'un. Et c'est à cette condition que nous sommes parvenus à un consensus général sur plusieurs points, y compris d'ailleurs le point qui passionne les Béninois et qui passionne également nos amis d'autres pays voisins, le mandat unique. Vous savez, nous n'avons pas été mis ensemble par le chef de l'État pour nous entendre sur tout. Le président ne nous a pas mis ensemble pour que, à la fin, l'opinion, tout le monde ressorte avec la même opinion. Nous sommes ressortis avec la même conscience et la même conviction que le mécanisme actuel, la constitution actuelle a besoin d'être confortée pour que le modèle démocratique béninois soit davantage une référence sur le continent. Toujours au palais de la Marina, d'importantes décisions ont été prises au cours du Conseil des ministres tenu ce mercredi en présence du chef de l'État, chef du gouvernement Patrice Talon. Voici un extrait du point fait par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Makandjou Pascal Irénée Koupaki. Le Conseil a adopté les projets de décret portant attribution, organisation et fonctionnement des 4 ministères suivants. Le ministère des Enseignements maternels et primaires, le ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le Conseil vient ainsi de boucler l'examen et l'adoption des décrets portant attribution, organisation et fonctionnement des 20 ministères. Le ministre de la Justice et de la Législation et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique ont présenté une communication conjointe sur les mesures envisagées pour réprimer les actes de vindicte populaire qu'on observe ici ou là. Le gouvernement saisit cette malheureuse occasion pour rappeler le respect de l'article 8 de la Constitution de notre pays qui dispose « La personne humaine est sacrée et inviolable. L'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. » Au-delà de ce rappel, notre pays doit respecter les engagements internationaux en matière de promotion et de protection des droits humains. En conséquence, le gouvernement réprouve fermement ces exactions
et la justice expéditive qui viole le principe du respect des droits de l'homme. Et c'est pourquoi, pour décourager de tels actes, qui sont des actes ignobles, le Conseil a instruit les ministres de la Justice, de la Sécurité publique et de la Défense au fin de faire procéder avec diligence à des enquêtes sur tous les cas de vindicte populaire survenus et non prescrits, d'appréhender et de poursuivre les auteurs, les co-auteurs et les complices. Par ailleurs, le Conseil des ministres appelle à la retenue les animateurs de réseaux sociaux et les spécialistes de reproduction photographique ou en photomontage de scènes d'horreur. Rien n'a été tranché au Bénin, qui reste fondamentalement un pays accueillant et de paix. Le ministre de l'Économie numérique et de la Communication fera prendre les dispositions pour faciliter l'accès aux organes de presse afin que des actions de sensibilisation permanente des populations soient engagées. À l'issue de ce conseil, quelques nominations ont été prononcées. Cette édition se poursuit. Le journal La Croix du Bénin a présenté ce matin les fruits de ses recherches sur la modernisation de l'agriculture et la sécurité alimentaire. Ce sujet a été débattu à travers le dossier intitulé « Mécanisme de l'agriculture, les éléphants blancs de Yaï, défis, talents ». Cette rencontre, la 6e du genre, depuis la mise en œuvre par le journal du projet Médias pour le développement au Bénin, s'inscrit dans le cadre de la promotion de bonne gouvernance et la consolidation de la démocratie. Compte rendu Fréjus Serlan, Damien Pedro. À l'entame de la conférence, le communicateur a invité l'assistance à une observation surprenante et insoutenable, celle d'un tracteur qui, tel un artifice, gît dans une ferme à Parakou. Acquis en 2012 par son propriétaire, ce dernier aurait confié que l'engin n'a jamais fonctionné. Cette image vient illustrer la situation des machines agricoles achetées par l'État béninois sous le régime de Boni-Yaï à près de 20 milliards de francs CFA. Au-delà des pièces de rechange et machines agricoles qui, pour les unes, croupissent sous les bâches de l'Agence du développement pour la mécanisation de l'agriculture et pour les autres qui sont exposées aux intempéries, se trouvent des malversations financières. Ce sont là quelques conclusions auxquelles a abouti l'enquête du journal La Croix du Bénin sur la mécanisation de l'agriculture au Bénin. Ce dossier machines agricoles semble n'avoir été qu'un marché de dupes, surfacturation, achat de machines de qualité douteuse, délit d'initié, c'est-à-dire création opportuniste de sociétés par les responsables du programme et leurs proches pour bénéficier des marchés, passation de marché de gré à gré en violation des dispositions du Code des marchés publics. Mécanisation de l'agriculture, les éléphants blancs de Yaï défient talent. De ce dossier du journal La Croix, publié le 15 avril 2016 dans le cadre du projet Médias pour le développement du Bénin, financé par Open Society Initiative for West Africa, on peut retenir quelques messages. Les machines agricoles ne sont en définitive que des milliards de nos francs gaspillés et convertis en ferraille. Que des cadres béninois du secteur agricole sont au banc des accusés. Cette enquête nous a finalement permis par ailleurs de constater simplement l'échec de la politique de la mécanisation de l'agriculture sous le président Yaï. Cette enquête vient également lancer quelques défis à l'endroit des dirigeants actuels, dont l'urgence d'un état des lieux pour relancer l'agriculture et redonner espoir aux paysans. Ce dossier des machines agricoles doit nécessairement amener nos députés de la 7e législature à interpeller le gouvernement du président Talon pour éclairer la lanterne des Béninois sur les 20 milliards, je dis quand même 20 milliards
environ des contribuables béninois partis simplement en fumée. Selon le directeur de publication de la Croix du Bénin, cette investigation est constructive et a pour seul but la bonne gouvernance et l'intérêt général. Il ne s'agit pas de telle ou telle personne, il s'agit de la nation béninoise. Il ne s'agit pas de nous autres non plus. Et quand il s'agit du Bénin, les individus doivent s'effacer. Les intérêts personnels doivent s'effacer. C'est clair. Il ne s'agit pas non plus de chasse aux sorcières, mais il s'agit de donner contenu aux concepts qu'eux-mêmes ont élaborés. Rupture. Des compléments d'information ont été apportés par quelques participants et les souhaits sur ce dossier sont unanimes. Que des sanctions soient prises à l'encontre des acteurs, quels qu'ils soient, et l'adoption des mesures idoines pour permettre au Bénin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Parlons religion, 3 ans qu'on attendait cela. Il s'agit de la nomination d'un nouveau père pour l'archidiocèse de Cotonou. Depuis le 25 juin dernier, c'est fait. Le successeur de Monseigneur Antoine Gagné, Anon Roger Ngwedji. Comment sa nomination a-t-elle été accueillie dans l'archidiocèse de Cotonou? Quelles sont les attentes de cet archidiocèse vis-à-vis de son nouvel archevêque? Réponse dans ce sujet d'Antoinette Sabot et de Fréjus Fiossi. Frère Roger Ngwedji est le futur archevêque de Cotonou, une nomination dont sont fiers les prêtres de cet archidiocèse. C'est vraiment un don de Dieu pour non seulement le diocèse de Cotonou, mais pour l'Église du Bénin et pour l'Église universelle. Je trouve que c'est très bien qu'un religieux devienne évêque parce que, comme je le dis souvent, le vrai religieux est appelé à une vie de détachement et une vie vouée aux autres. Et en tant qu'évêque, il va inculquer un peu cette vertu du détachement. Et en même temps, le religieux vit pour les autres. Il vit dans la communauté et il sert la communauté. Et cet esprit de service qui se fait dans l'obéissance et dans la pauvreté totale, je crois que ça va apporter un plus à l'église de Cotonou. Chez les frères dominicains de l'ordre des prêcheurs, ordre dont est issu Monseigneur Roger Ngwedji, le sentiment de fierté au sujet de sa nomination est le même. C'est pour nous une grande joie et puis une action de grâce au Seigneur parce que, comme tout le monde, on ne s'y attendait pas du tout à cette nomination, à ce choix qui porte sur le frère Roger Ngwedji. De plus, les dominicains ne tarissent pas d'éloges sur leurs confrères lorsqu'il s'agit de parler de ses qualités. Il a les compétences nécessaires et j'allais même dire le charisme pour assumer pleinement cette responsabilité. C'est un modèle pour nous. C'est un homme d'abord très humble, très ouvert, toujours disposé à écouter ses frères. On pourrait même l'appeler notre mère, puisqu'il a le souci de veiller sur chacun de ses frères. Et je crois que l'Église ne s'est pas trompée en lui confiant cette charge-là. Et quelles sont les attentes des prêtres de l'archidiocèse de Cotonou vis-à-vis de leur nouvel archevêque? En matière d'attente, je devrais plutôt parler de ce que nous, comme prêtres diocésains, nous pouvons offrir. Puisque l'évêque vient, il ne faut pas attendre de lui qu'il fasse un miracle. C'est plutôt prière pour que nous cheminions ensemble dans la même barque avec lui et que nous nous laissions guider par l'Esprit du Seigneur qui, nous croyons, va remplir son cœur et guider lui-même et toutes ses décisions. Ma première attente qui répond aux attentes du peuple de Dieu. Car le peuple de Dieu est là qui l'attend. C'est-à-dire qu'il s'ouvre au plan d'amour de Dieu, qu'il collabore, qu'il soit en connivence avec le plan d'amour de Dieu, et que le peuple aussi l'accueille. Le peuple soit disposé à l'écouter et à lui faciliter la tâche. Et mes attentes se transforment en prière pour lui. C'est que l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui fait les pasteurs, qui fait les prophètes, qui fait les apôtres, eh bien que cet Esprit l'aide à être le père de son Église, le père du peuple de Dieu qui est à Cotonou, à être un bon pasteur
selon le cœur de Dieu. Une mission que la Fraternité Saint-Dominique de Cotonou va aider l'archevêque à accomplir, surtout qu'elle assimile son choix à une action de grâce en cette année de la célébration du jubilé de ses 800 ans d'existence. Et nous restons sur cette actualité liée à la nomination du nouvel archevêque de Cotonou pour suivre à présent les appréciations de certains fidèles catholiques. Un nouvel évêque, c'est une grande joie pour moi, d'autant plus que l'autre a atteint déjà 78 ans d'âge. C'est vraiment important, il faut qu'il aille se reposer. Donc nous souhaitons pour l'évêque d'accomplir sa mission et dans la paix de Dieu et que l'Esprit Saint l'accompagne. Oh, mes impressions sont les bonnes, puisque l'archevêque sortant est fatigué. On lui souhaite une bonne retraite. Et par rapport à l'archevêque élu, le Père Roger, que l'Esprit Saint l'assiste dans ses nouvelles fonctions et qu'il soit un bon berger pour ses troupeaux. C'est qu'il soit à l'écoute des fidèles et surtout les jeunes qui ont tendance à ne plus venir à l'église, pour que ces fidèles sentent au moins que les pères, ceux qui sont à la tête de l'église, prennent en charge leurs différentes préoccupations. L'ancien archevêque a conduit sa mission, suivant sa vision jusqu'à un certain moment. On a un nouvel archevêque. Bienvenue à l'archevêque Moumbedji. Il a été formé un peu partout en Afrique de l'Ouest et qui vient de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs. On sait que la vision de l'Église à son niveau doit être différente forcément de ce qu'on a connu jusque-là. Donc on attend rapidement ses premières actions pour pouvoir porter un regard sur le nouveau visage qu'il va donner à l'Église au Bénin. Hors de nos frontières, depuis 2003, la sécurisation du Libéria a été assurée par la MINUL, Mission des Nations Unies libérienne. Ce jeudi, l'ONU doit officiellement confier aux forces libériennes les responsabilités sécuritaires du pays. Une décision qui suscite des craintes quant aux capacités de l'État à payer et équiper policiers et militaires. En effet, un accord général de paix a été signé en août 2003 qui a mis fin à 14 ans de guerre civile impliquant les forces loyalistes et les mouvements rebelles. Ce conflit avait fait plus de 250 000 morts et plusieurs déplacés. Reportage. Ces agents de police se préparent à assurer la sécurité au Libéria. Ils prendront prochainement la relève des casques bleus présents depuis 2003. Un passage de témoin décisif pour la stabilité de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. La nation est prête à assumer cette grande responsabilité. Bien entendu, en matière de sécurité, il y aura toujours des améliorations à apporter, ainsi que des défis à relever et des lacunes à combler. Mais selon notre politique intérieure, nous allons continuer à œuvrer pour renforcer la logistique et la formation. 15 000 casques bleus ont été déployés au Libéria après 2 guerres civiles qui ont causé la mort de centaines de milliers de personnes. Un conflit marqué par l'embrigadement d'enfants soldats par le seigneur de guerre Charles Taylor, devenu par la suite président. La mission de l'ONU avait pour objectif de désarmer les combattants et rétablir la paix, puis de former une nouvelle police nationale et une armée. De nombreux policiers sont satisfaits de leur formation, mais le manque d'équipement est flagrant. Les agents n'ont souvent pas les moyens de s'acheter des uniformes, des armes adéquates et manquent de véhicules pour les interventions. La police nationale du Libéria a besoin de voitures, de moyens de communication et d'uniformes. Nous avons besoin aussi de formation et surtout de logistique. 312 millions d'euros étaient consacrés chaque année à la mission de maintien de la paix de l'ONU. Le Libéria projette d'allouer seulement le quart de cette somme pour financer la sécurité nationale pour la première année. La corruption chronique qui ronge le pays laisse craindre des failles pour la tenue d'un budget transparent. Nous avons de véritables problèmes et des défis. Premièrement, nous devons dépolitiser les acteurs de la sécurité si nous voulons aller de l'avant et être en mesure d'atteindre les objectifs pour la réforme du secteur. Nous devons être certains de disposer d'un bureau des plaintes indépendant et d'une commission chargée de veiller aux nominations de l'exécutif. Le Libéria a été le pays le plus touché par l'épidémie de fièvre Ebola en 2014. Le terrorisme qui gagne l'Afrique de l'Ouest est également un sujet de préoccupation. Mais malgré les défis à venir, les Libériens veulent désormais assumer seuls leur sécurité.
Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée à toutes et à chacun.